Bienvenue à Capitaine Glucide. Je m'appelle Eve, je suis nutritionniste du sport et capitaine autoproclamée de la meilleure équipe, les Glucides. Ici, on carbure à la science pour vous informer et défaire les mythes. Let's go! Geneviève, Oui, merci allô, d'être Eve. là. Merci de Euh, m'avoir invitée. merci d'avoir accepté. Puis, je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui parce que j'ai plein de questions pour toi que même moi, je connais pas tant la réponse. J'aimerais ça que tu te présentes parce que je pense pas que les gens te connaissent nécessairement. Tu es très connu dans le monde de la nutrition, mais peut-être dans le monde plus académique, recherche et compagnie. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-moi. Bien, à la base, je suis diététiste nutritionniste, tout Oui. comme toi, Eve. Mhm. Puis, ben, j'ai fait des études un petit peu plus prolongées. Donc, j'ai Oui. fait ma maîtrise puis mon doctorat, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis professeure au département de nutrition de l'Université de Montréal. Oui. Puis, je suis chercheure aussi au CHU Sainte-Justine. Mhm. Et j'ai toujours travaillé, en fait, durant mes études sur les vitamines et les minéraux, principalement la vitamine D et le calcium. Oui. Et j'ai continué un petit peu dans cette veine-là. Donc, les nutriments, surtout les micronutriments, c'est un domaine que je connais quand même assez bien. Oui. Parfait. Puis, mais effectivement, c'est toi qui donnais les cours à l'université. Moi, tu as été ma professeure des cours justement sur les vitamines, les minéraux. On apprenait le rôle de tout ça. Puis c'est un peu pour ça que je t'ai demandé d'être là aujourd'hui pour me parler des suppléments de vitamines, minéraux. On va passer à travers quelques-uns parce que c'est quand même très populaire, notamment chez les sportifs, les athlètes. Il y a des choses qui sont pertinentes, il y en a qui sont moins, je pense. Euh, Puis on est un peu mélangé dans qu'est-ce que dit les réseaux sociaux, qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que dit le voisin. Fait que bref, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Puis j'aimerais ça qu'on commence avec le magnésium parce que le magnésium, c'est mon plus gros point d'interrogation en clinique avec les gens. Parce que c'est sûrement dans les suppléments de vitamines et minéraux les plus populaires chez les sportifs. C'est celui que je sais pas si ça marche vraiment. On dirait qu'il y a comme une disparité entre la théorie. En nutrition sportive, c'est un supplément qui fait partie de la catégorie C. Dans les suppléments pour sportifs, il y a la catégorie A, B, C, D. A étant les suppléments qui ont été démontrés avec des preuves scientifiques que ça fonctionne dans certains protocoles avec certains athlètes spécifiques. B, c'est on ne sait pas encore, mais ça se peut qu'il y ait du potentiel. Si c'est pris sous forme de supervision avec des nutritionnistes, dans certains cas, ça peut être pertinent. C, c'est on n'a aucune preuve scientifique que ça fonctionne. Puis le magnésium en fait partie. Mais dans la réalité, j'ai plein d'athlètes qui en prennent pour notamment le sommeil, pour la récupération. Puis moi, mon approche par rapport à ça, c'est bien, est-ce que tu vois une différence depuis que tu en prends? Oui, non. Si oui, peut-être c'est un effet placebo, peut-être c'est un vrai effet, je sais pas, mais comme, OK, peut-être tu peux continuer à le consommer. Sinon, moi, c'est un supplément que je vais jamais recommander d'emblée parce que j'ai pas de preuves scientifiques, j'ai l'impression que c'est utile. Mais comme, qu'est-ce que tu sais, toi, est-ce que ça peut vraiment aider le sommeil et la récupération, le magnésium? Bien, en nutrition, on fait beaucoup d'extrapolation. Ouais. On sait que le magnésium, ça aide à la contraction musculaire. On sait qu'il y a beaucoup de magnésium dans le muscle. Ouais. Donc, je pense qu'on fait une extrapolation en disant que ça va aider à la récupération musculaire. Ouais. Même chose pour le cerveau. Ça aide dans la transmission nerveuse, Ouais. ça aide dans les échanges au niveau neurologique. Donc, on se dit, bon, possiblement que ça a un effet sur le sommeil indirectement. Donc, encore là, on n'a pas de preuves super démontrées que ça a un effet. Maintenant, dans un contexte sportif, je pourrais pas te le dire, c'est pas hyper étudié à ma connaissance, le magnésium et ses vertus. Ouais. Mais ça a déjà été démontré chez des populations qui ont des statuts pas carencés en magnésium, mais un petit peu en dessous de la normale. Moi, j'appelle ça une insuffisance en magnésium. Des gens qui en mangent pas beaucoup dans leur alimentation, mais ils sont pas une carence franche. Donc, ça se manifeste pas au niveau de leur sang, ça se manifeste, on la voit pas, il y a pas de signe physique, tout est bien normal de ce côté-là. Sauf que dans leur corps, ils n'ont peut-être pas assez de magnésium pour que toutes les fonctions du magnésium se fassent de manière optimale. Fait qu'eux, quand on leur donne un supplément, c'est comme si on leur donnait un petit boost, tu sais.
Donc, ça Ouais. aide certaines fonctions. Puis, ils l'ont déjà démontré dans ces populations-là, mais qui n'étaient pas des sportifs. Donc, c'était Ouais. des populations de monsieur, madame, tout le monde. Là. Ouais. Donc, est-ce que chez les sportifs, par exemple, tu penses qu'ils pourraient avoir ce statut-là d'insuffisance en magnésium qui fait que quand ils prennent leurs suppléments, ça les aide? Donc, quand tu parles d'un effet placebo, bien, ça serait peut-être plus cet effet-là. Ouais. Mais encore là, d'identifier ce statut-là d'insuffisance, c'est pas facile, là, tu sais. Parce que, tu sais, le magnésium, c'est dans plein d'aliments. Aussi. C'est quand même, dans ma tête, plutôt difficile, j'ai l'impression, d'avoir une déficience en magnésium parce qu'il y en a tellement dans plein de types d'aliments que même si tu coupes un aliment en particulier, il va en avoir dans d'autres. Les sportifs, normalement, mangent peut-être un peu plus parce qu'ils ont des besoins plus grands. Est-ce qu'il y a vraiment une insuffisance, comme tu le nommes? Puis là, c'est dur à savoir. Fait comment on sait? Est-ce qu'on peut savoir ou on peut juste pas le savoir? Puis donc, dans le doute, là, tout le monde va commencer à prendre du magnésium parce qu'ils ne savent pas. C'est ça. Bien, c'est difficile d'évaluer ça. Je te dirais qu'une insuffisance, c'est ta magnésémie. Là. Le magnésium dans ton sang n'est pas en bas des valeurs de référence, mais elle est dans la zone Basse. OK. Donc, elle est plus proche de la fourchette inférieure que de la fourchette supérieure des valeurs de référence. Parfois, quand tu évalues les apports, tu peux voir aussi que c'est limite par rapport aux recommandations. Tu sais, on a des normes canadiennes. Si tu vois que des fois, c'est un peu plus bas, ben c'est un peu comme ça. Mais on n'a pas de valeur claire pour nous dire cette personne-là est insuffisante en magnésium. Ouais. Alors, ça prendrait en fait une évaluation nutritionnelle par des nutritionnistes du sport comme toi. Donc, d'être capable d'évaluer si cette personne est à risque ou pas. J'évalue jamais le magnésium. T'évalues jamais les apports. Mais t'évalues-tu les apports? J'évalue les apports. Je suis toujours concentrée sur les glucides parce qu'il n'y en a jamais assez. Là, comme c'est déjà tellement un enjeu considérable que je pense pas au magnésium, mais peut-être que je devrais commencer à l'évaluer. Comme ça peut-tu vraiment faire une différence sur... Parce que tu me dis la contraction musculaire. Est-ce que les sportifs auraient des besoins plus grands? Parce qu'ils ont plus de contractions musculaires ou comme... Bien, ça, c'est une grande question dans le monde de la nutrition sportive. Est-ce que les sportifs ont des besoins plus élevés? Ouais. On le sait pour certains nutriments, mais le magnésium, non. Non. Puis, on va parler tantôt des vitamines du complexe B, pas plus non plus. Donc, non, moi, je pense pas qu'ils aient des besoins plus élevés. C'est juste de s'assurer qu'ils en ont assez de magnésium. Parce que, tu sais, une magnésémie, quand je te dis, elle est dans fourchette inférieure, bien, elle est là parce que, normalement, le magnésium qu'on a dans nos réserves, parce qu'on a des réserves corporelles de magnésium, vont souvent se sacrifier pour maintenir le magnésium dans le sang, tu sais. Donc, quand on commence à voir que le magnésémie est dans les fourchettes inférieures, c'est peut-être parce que nos réserves corporelles sont plus assez suffisantes pour maintenir. Puis, comme il y a du magnésium, en fait, de manière prédominante dans le muscle et l'os, c'est pas mal les deux réserves corporelles, bien, on peut penser que s'il y en a moins dans le muscle, peut-être ça a un effet, éventuellement sur la fonction musculaire ou la force musculaire ou ultimement la performance. Mais là, tout est très hypothétique. Ce que je dis là, ce ne sont pas des faits vérifiés. Ça n'a pas été démontré par des études. OK, quand tu prends du magnésium, ton sommeil est meilleur, ta récupération est meilleure, c'est démontré. C'est plus des associations. Il y en a dans le cerveau, il y en a dans le muscle. Donc, peut-être... Bien, je te dirais, ça a été. Il y a des études de magnésium qui ont été faites, mais pas dans un contexte sportif. Donc, ils ont déplété des gens en magnésium en leur donnant des diètes très, très faibles en magnésium, puis ils ont replété par la suite avec une supplémentation, puis ont vu que ça avait des effets. Ils ont vu que ça avait des effets sur le VO2 max, mais ce n'était pas des gens entraînés. Sur le rythme cardiaque. Ils ont vu. Donc, c'est comme ça qu'ils ont dit le magnésium, c'est important pour ça. Mais c'est parce qu'on a réplété un statut qui était déjà suboptimal au départ. Puis juste pour donner une idée aux gens, le magnésium, on le trouve dans quel aliment? Bien, le magnésium fait partie de la chlorophylle. Hein? Fait que tout ce qui est légumes verts, le plus foncé possible, ça contient du magnésium. Les grains entiers. Donc, les grains entiers, ça contient aussi beaucoup de magnésium. Il y en a dans la viande aussi. Donc, comme tu disais, c'est pas mal, il y en a partout. Mais il s'agit, si on a une alimentation restrictive, si on coupe. Mais tu as raison de dire que souvent, les athlètes, ils mangent beaucoup. Ils mangent souvent plus de calories, plus de... Mais ça dépend...
de quoi sont composées ces calories-là aussi. Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'un athlète qui mangerait de façon restrictive, ben, il va manquer d'énergie, ce qui va nuire à son sommeil, ce qui va nuire à sa récupération. Puis est-ce que c'est la faute du magnésium? Il va manquer de glucides, c'est sûr. C'est juste la faute de ne pas avoir assez de calories, tu sais. Puis si je mange plus de façon diversifiée, les risques que je manque du magnésium, surtout pour une population qui mange plus que la population générale, je sais pas. On dirait que j'y crois pas. Non, mais je ne l'ai pas calculé, puis j'ai pas... mais il reste quand même que le magnésium, dans un contexte supplément pour sportif, est dans la catégorie C. Fait que moi, je me raccroche à ça des fois en me disant, OK, mais ça n'a pas été démontré pour la performance. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de données scientifiques qui appuient un effet du magnésium sur la performance. Mais si tu y crois au magnésium, puis que tu le prends pour aider ton sommeil, puis ça t'aide à mieux dormir parce que l'effet placebo est quand même un réel effet, puis très puissant, pourquoi pas? Mais il faut quand même savoir qu'il y a quand même un risque au magnésium. Ce n'est pas un nutriment qui est inoffensif. Quels sont les risques, justement? Ben, c'est des risques gastro-intestinaux principalement. Le magnésium, c'est laxatif. Hein? Donc, quand on en prend beaucoup, puis qu'il y en a beaucoup qui se ramassent dans notre intestin côlon, ben, ça crée un appel d'eau. Donc, c'est osmotique. Là. Donc, ça crée un appel d'eau, puis ça crée des diarrhées. Puis d'ailleurs, le magnésium est utilisé comme un agent laxatif, le fameux lait de magnésie. Je ne sais pas si tu connais ça, les bouteilles bleues. Là. En tout cas, c'est très crayeux, c'est pas très bon, mais c'est du magnésium. C'est un supplément de magnésium qui est laxatif. Alors oui, à partir d'une certaine dose, il y a cet effet-là qui est... C'est quoi justement en nutrition, on parle de l'AMT, l'apport maximal tolérable, qu'on ne doit pas dépasser. Le magnésium, est-ce qu'on le connaît, cet apport-là, le maximum? Il y a un apport maximum tolérable que je n'ai pas en tête, malheureusement, par cœur. Puis, mais là, ce que je peux te dire, c'est que c'est uniquement le magnésium des suppléments qui est concerné par cet apport maximal tolérable-là. J'ai en tête 350 mg, ça se peut-tu? Ça se peut, oui. Maintenant, on vérifiera puis on le mettra en note. Mais il me semble que c'est toi qui m'avais dit que c'était 350 mg. Ça se peut parce que je l'avais noté dans ma tête de vérifier les suppléments parce que des fois, les gens doublent la dose ou prennent un supplément de magnésium et une multivitamine où est-ce qu'il y a déjà du magnésium ou d'autres suppléments. Puis finalement, ça commence à faire beaucoup de magnésium. Puis c'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir des risques. Oui, effectivement. Donc, avec cette dose-là, ben ça, c'est ça. Je tiens quand même à le répéter que c'est vraiment pas le magnésium alimentaire. Oui, vraiment en supplément. C'est le magnésium supplémentaire. Ce qui est plus facile à calculer. Parce que j'ai la dose sur mon pot. Puis je peux savoir, OK, ben, je dépasse pas. Disons que c'est 350. Tant que je suis en bas de ça, normalement, j'ai pas de risque. Oui. Mais c'est comme toi, je ne sais pas si quand tu consultes, tu parles du magnésium élémentaire versus ce qui est marqué sur les étiquettes, parce qu'il y a ça aussi dans le monde des suppléments. Ça dépend des étiquettes. C'est pour ça que j'aborde le sujet, mais parce que le magnésium n'arrive jamais tout seul dans le supplément. Il est toujours complexé à quelque chose. Oui, puis il y a plein de types de magnésium aussi. Je pense que quand tu vas chez Popeye, là, ils ont 12 sortes de magnésium, puis ils ont toutes des rôles différents. Puis là, des rôles différents. Du magnésium, ça reste du magnésium. Je pense que le rôle différent, c'est probablement la molécule à laquelle il est attaché. Donc, tu as du chlorure de magnésium, tu as de l'oxyde de magnésium, comme par exemple le laxatif tantôt, c'est de l'oxyde ou de l'hydroxyde de magnésium. Donc, mais ça reste que dans ton intestin, puis une fois que ça rentre dans ton corps, c'est du magnésium. Là. Mais où je m'en allais avec ça, c'est... le magnésium élémentaire. Oui, c'est ça, c'est que il faut savoir la quantité de magnésium que tu as dans ton supplément, parce que son partenaire, chlorure, citrate, gluconate, c'est aussi des milligrammes là, dans la pilule ou le comprimé. Fait qu'ils vont être séparés dans le... Normalement, c'est marqué sur l'étiquette. Magnésium élémentaire, ça, c'est vraiment le magnésium qui va... que tu vas ingérer, la quantité. Donc, quand tu parles de 350 mg, c'est pas 350 mg de chlorure de magnésium ou de citrate de magnésium. C'est 350 mg de l'ion magnésium. Là. Importante note. Puis justement, le citrate de magnésium, chlorure de magnésium, c'est toute la même chose. Comme il y en a un qui est mieux que l'autre. Parce que c'est sûr que, moi, j'imagine le marketing dira celui-là est vraiment mieux parce que X, Y, Z. Là,
ils sont bons, là, des fois, pour faire croire que telle affaire est mieux, puis marketing, pourquoi il y en a 12 différents. C'est-tu vrai qu'il y en a un qui est mieux ou mieux absorbé? Ou c'est juste... Habituellement, les suppléments, selon... Ça peut avoir à faire avec la tolérance, mais à ma connaissance, le magnésium n'est pas nécessairement un supplément associé à de l'intolérance, à OK. moins qu'on dépasse Oui. l'AMT, là. Ouais. Mais, tu sais, comme le fer ou le calcium qui vont amener vraiment des effets, tu Ouais. sais, de constipation, tu sais, Ouais. souvent qui fait que les gens vont arrêter d'y prendre. Ouais, ouais. Le magnésium, à ma connaissance, il n'y a pas ces effets-là indésirables. Puis parfois, le complexe avec lequel il est, ça peut jouer sur cette Ouais. tolérance-là. Mais dans le cas du magnésium, ça ne jouerait pas ni sur la disponibilité, ni le pourcentage d'absorption, OK. ni sur l'effet du magnésium une fois qu'il est rentré, parce qu'une fois qu'il est rentré dans le corps, il se sépare. Tu sais, il est même séparé avant. OK. Donc, c'est... Fait que Non. ça n'a Non. pas rapport vraiment. là. Ben non. OK. Ouais. C'est vraiment intéressant. Faut pas croire tous les vendeurs de papa qui disent... Parce que moi, j'ai déjà eu vent de comme... tel magnésium, il est bon pour ça, l'autre magnésium, il est mieux pour ça. Puis là, j'étais comme, pour vrai, on n'est même pas sûr que c'est bon du magnésium. Comme comment il peut y en avoir 12 différents avec 12 rôles différents. Ouais. Mais bon, il y a beaucoup de marketing quand même dans les suppléments, il faut le dire. Puis il faut faire attention. Même des fois, dans les suppléments qui fonctionnent, il y a du marketing pour te faire acheter plus cher. Quand dans le fond, ça vaut pas la peine. Hein. Fait que faut faire attention avec ça. Bon. Je pense que le magnésium en a fait le tour. Donc, Je pense que oui. pas vraiment plus. Peut-être association, mais pas clair et net. C'est ça que je pas retiens. clair et net dans un contexte sportif, en tout cas. Il faudrait faire des études. Il faudrait, effectivement. Il faudrait. Ouais. On note ça. Oui, mais je trouvais que ton point était bien. Là. Je veux dire, si la personne n'a pas d'inconfort, elle tolère bien son supplément, ça lui amène un effet peut-être placebo. Oui. Ben, je vais continuer à utiliser cette voie-là. Oui, puis de juste faire attention à la dose, en fait. De vérifier la dose du magnésium élémentaire. Élémentaire, exactement. Oui. Parfait. Je prends quelques secondes de votre temps pour remercier la clinique de physiothérapie et de positionnement cyclisme Physio-Vélo. C'est vraiment grâce à eux que le podcast de Capitaine Glucide a été possible. Je vous invite à aller écouter leur propre podcast sur le dépassement de soi, le cyclisme et des fois les glucides aussi. C'est vraiment les plus fins. Tantôt, tu disais que tu étais... tu n'as pas dit ça, mais je vais le dire comme ça, que tu étais la pro du calcium et de la vitamine D. Moi, la vitamine D, je suis quand même vendue à l'idée. Là, c'est dans les suppléments que je recommande beaucoup, notamment pour le système immunitaire, parce que des athlètes à un plus haut niveau, leur système immunitaire est affaibli par rapport aux gens sédentaires. Parce que le sport, c'est quand même... l'exercice, c'est un peu agressant pour le corps. Fait qu'à un certain niveau, ça diminue le système immunitaire. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que la vitamine D, c'est nettement meilleur que la vitamine C pour le système immunitaire. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension par rapport à la fameuse vitamine pierre à feu qu'on a pris quand on était jeune, puis que ça l'aidait à ne pas avoir de rhume. Puis la vitamine C, on sait que, à moins que je mange aucun fruit et légumes, c'est plutôt facile d'en avoir dans mon alimentation. Puis si j'en ai trop, je vais juste l'éliminer par mon urine. Ça change pas grand-chose. Versus la vitamine D, beaucoup plus difficile d'en avoir avec l'alimentation. On habite au Québec, c'est l'hiver. Il n'y en a pas avec le soleil. On n'arrive pas à en faire avec notre peau. Donc, il y a beaucoup plus de risques qu'on soit déficient en vitamine D qu'en vitamine C. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, effectivement. Parfait. Mais encore là, je nuance en disant il y a déficience et il y a insuffisance. Oui, il y a tout ça. Donc, une déficience, c'est associé à des signes physiques. Oui. Donc, chez l'adulte, on pense aux enfants rachitiques. Là, chez l'enfant, chez l'adulte, c'est moins visible. Mais c'est plus rare. Là. C'est plus rare, mais on appelle le problème osseux, ça s'appelle l'ostéomalacie. Là, donc, c'est problème de minéralisation au niveau osseux. Ça peut amener des douleurs musculo-squelettiques. Donc, c'est un petit peu comme ça que les gens vont s'en apercevoir. Okay. Mais ça, c'est vraiment des niveaux très, très faibles dans le sang de vitamine D. Oui. L'autre zone, c'est la zone d'insuffisance. Oui. Où là, il y a pas mal de Canadiens qui se retrouvent dans cette zone-là. Oui. Donc, ils n'ont pas de symptômes. Ils n'ont pas du tout de symptômes. Il y a au niveau biochimique, par contre. Oui, donc, les niveaux sanguins. Puis quand la vitamine D baisse dans le sang, tu as une autre hormone qui va monter, qui est la parathormone, l'hormone
des glandes parathyroïdes, puis elle stimule la résorption osseuse. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut. On veut pas la maintenir trop élevée dans notre sang, cette hormone-là. Est-ce que ça pourrait créer plus de risque de fracture, non? Ça pourrait, effectivement. Dans un contexte sportif, je pourrais pas te le dire parce qu'ils ont d'autres, je dirais, facteurs protecteurs. Là, donc, ils ont une masse musculaire souvent très bien développée et tout ça. Mais dans un contexte post-ménopause, par exemple, ou de vieillissement, oui, effectivement, avoir une parathormone élevée, une vitamine D basse, ça peut être des facteurs de risque. Je pense même à des athlètes qui seraient en troubles alimentaires, qui ne mangent pas assez. Puis si on le sait quand, par exemple, on est en aménorrhée, donc les menstruations cessent, c'est très dangereux pour les os, la santé osseuse, parce que l'estrogène protège les os. Donc ça, peut-être qu'il y en a des athlètes qui ne sont pas ménopausés, mais qui ont des os un peu comme quelqu'un ménopausé. Donc là, si en plus la vitamine D est basse, je comprends que ça peut nuire. Ça peut accentuer parce que les oestrogènes, ça aide à l'absorption du calcium. Puis si tu en as moins qui rentrent de calcium, ton corps, son but, c'est de maintenir le calcium dans le sang. Là. C'est pas... Fait qu'il va aller le chercher dans l'os. Il n'y a pas 1000 façons de faire. Fait qu'il va aller chercher dans l'os. Puis de cette façon-là, il va stimuler la PTH, la parathormone, il va stimuler sa résorption osseuse. Fait que oui, on crée un... Puis surtout si ton statut en vitamine D, comme tu dis, est insuffisant, je trouve que c'est rajouter un facteur de risque dans l'équation. Donc, aménorrhée, absorption de calcium compromise, parathormone élevée, vitamine D basse. Oui, là, les fractures, on se met à risque. Puis la vitamine D, donc moi, j'avais vu des études qui m'ont justement chez des athlètes qui montraient que des gens avec un statut sanguin en vitamine D plus faible avaient plus de rhume, de grippe, d'infections des voies respiratoires supérieures dans une année que ceux qui avaient un statut plus élevé. Donc, de ces études-là, mon conseil, c'est un peu, autant s'assurer d'avoir suffisamment de vitamine D. Et on sait qu'on n'en a pas l'hiver ici au Québec, donc pourquoi pas supplémenter? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu es d'accord pour la supplémentation? Tu es comme non, on ne devrait pas. C'est quoi ton avis là-dessus? Je te dirais que on peut le voir de différentes perspectives. Effectivement, les gens plus malades ont souvent des niveaux abaissés de vitamine D, que ce soit chez les sportifs, mais dans la population générale, c'est une association hyper fréquente. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Pourquoi les niveaux de vitamine D sont abaissés quand on a plus de rhume, c'est associé à ça? Est-ce que c'est ça. Est-ce que c'est la cause du rhume? Est-ce que c'est ça qui fait que tu vas avoir plus de rhume, plus d'infections des voies respiratoires? Ou c'est les infections qui causent une baisse de la vitamine D, tu comprends? Fait que ça dépend de comment on regarde la situation. C'est une cause ou c'est une conséquence? Si c'est une cause, là, de supplémenter devrait aider. Parce que tu corriges la cause. Donc, tu devrais régler le problème qui émane de cette cause-là. Mais c'est pas clair de même. Oui, bien sûr, ça pourrait pas. Non, en nutrition, c'est jamais clair de même. Puis, un statut en vitamine D abaissé peut aussi être indicateur de d'autres problèmes, dans le sens que ça peut être indicateur de personnes qui sont moins dehors, de gens qui sont moins... Bon, dans le cas des sportifs, je ne sais pas si c'est leur cas, mais ça peut être indicateur d'habitudes de vie différentes. Ça dépend des sports. Il y a des sports, mettons le hockey. Tu sors jamais dehors. T'es pas mal dedans, en dedans. Puis même si tu sors jouer l'hiver dehors, premièrement, tu as l'équipement. Puis de toute façon, même si tu étais tout nu, le soleil n'est pas assez fort pour la vitamine D. Puis, des fois, il y a l'équipement sportif qui fait en sorte qu'on est comme couvert. Comme un écran. Puis, il y a la crème solaire, je pense aussi. Crème solaire à partir d'un facteur de 8, un FPS de 8. Ce qui est quand même faible maintenant parce qu'on recommande des 20 puis des 50. Là. Alors, mais à partir de 8, les études sont assez claires. Là. Ça bloque les rayons qui permettent de produire les. Et on veut que les gens mettent la crème solaire. Parce qu'on veut pas que les gens attrapent. C'est ça, en termes de risque et de bénéfices, c'est mieux de protéger sa peau contre le cancer. C'est ça. Surtout que la vitamine D, tu peux l'avoir
c'est selon le raisonnement médical, tu peux quand même l'avoir via d'autres sources que le soleil. Alors, ouais. Tu sais, c'est un supplément qui n'a pas vraiment d'effet secondaire. Aux doses recommandées. Je ne sais pas, toi, tu recommandes quoi, 1000 unités? 1000 à 2000. 1000 à 2000, souvent c'est 2000 l'hiver, 1000 pendant l'été, juste pour continuer à le prendre puis avoir quelque chose de plus stable, étant donné qu'on ne sait pas si on va dehors, est-ce qu'on met la crème solaire, est-ce que... C'est surtout pour le système immunitaire qui est particulièrement affaibli dans des niveaux plus élevés, juste pour donner une chance. Mais là, on ne sait pas exactement si c'est la cause ou c'est l'œuf ou la poule, mais... C'est ça. Si je continue sur l'histoire de la vitamine D puis le système immunitaire, les études de supplémentation ne sont pas super éclairantes pour ça. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup dans un contexte sportif. Mais dans la population générale, donner la vitamine D ne protège pas nécessairement plus les gens. Donc, d'où mon point de cause-conséquence. C'est peut-être le fait que le statut en vitamine D est affaibli chez les gens. C'est plutôt une conséquence. Donc, corriger la conséquence. Si c'est la conséquence, ça ne change rien. Ça ne change rien, c'est ça. Mais sachant... Parce que la vitamine D dans l'alimentation, on en trouve moins que, par exemple, la vitamine C. Il y en a dans le lait, il y en a dans les œufs, dans le jaune d'œuf, mais c'est vraiment très peu. Le foie, le saumon, les sardines, le toutes foie les choses de morue. Que les gens ne consomment peut-être pas tous les jours. Mais là, au Canada, on a augmenté les quantités qu'on ajoute de vitamine D dans le lait. Maintenant, le yogourt, il y en a. La margarine, non? La margarine, ça a tout été doublé. Ah. Donc, c'est depuis justement depuis décembre 2023, je crois. OK. Oui. Intéressant. Donc, mais je ne sais pas, ça prend quand même une certaine période de temps avant que les manufacturiers se conforment. OK. Mais ça, je ne pourrais pas dire jusqu'à quand ils ont pour se conformer. Mais on est dans cette période-là, où est-ce que normalement, on devrait voir 2 fois plus de vitamine D sur nos étiquettes de lait, puis sur nos étiquettes de margarine, puis on voit apparaître de la vitamine D dans le yogourt, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant, il y avait certaines marques qui étaient faites avec du lait enrichi de vitamine D, mais il y avait des fois, ça ne veut pas dire que le lait qu'on utilise pour faire le yogourt est enrichi de vitamine D. Alors que maintenant, on peut l'ajouter au yogourt, ce qui est différent. Intéressant. C'est ça. Parce que c'est pas tout le monde qui boit du lait. De vache. Tous les breuvages végétaux sont enrichis. La vitamine D, souvent la D2, qui est la forme végétale, la vitamine D. OK. Plutôt que la D3. Plutôt que la D3, qui est la forme animale. Intéressant. Dans un contexte normal, habituellement, les deux sont intégrés efficacement par notre corps. Okay. C'est sûr que nous, on est du règne animal. Hein, fait qu'on va privilégier la D3. Okay. Mais donc, les deux sont présentes. On va privilégier la D3. Mais par exemple, quelqu'un qui est végétalien puis qui consomme beaucoup, beaucoup de D2, ça va être correct aussi. Ça va être correct. Le corps, lui, ce qu'il veut, c'est de la vitamine D en bout de ligne. Là. Donc, les suppléments, c'est souvent D3, non? C'est toujours D3. Souvent D3, oui, effectivement. Mais ça reste qu'il y a quand même des lignes de suppléments qui sont offertes pour des gens qui sont végétaliens et qui vont être de la vitamine D2. Intéressant. Je ne savais pas que D2, c'était végétalien. Oui, c'est issu du règne dit végétal. Donc, oui. La D3, elle vient du règne animal. Oui. La vitamine D3 vient du règne animal. Ouais. On le sait pas. J'ai l'impression qu'on va dire ça souvent. En nutrition, on le sait pas. C'est ça. Mais comme je dis, il y a beaucoup de... Tu sais, en nutrition, on fait des méta-analyses. C'est-à-dire qu'on regroupe beaucoup d'études qui ont une thématique similaire. Puis la vitamine D, il y a beaucoup de méta-analyses dans les infections respiratoires. Donc, les études de supplémentation, toutes celles qui ont été faites, adultes, enfants, puis en bout de ligne, on ne voit pas tant d'effets. On voit pas un effet marquant de prendre une supplémentation de vitamine D pour protéger contre les infections respiratoires, réduire la durée d'une infection si on attrape un rhume. C'est pas flagrant. T'sais. Puis plus on en fait, plus l'effet tend à s'amenuiser. On dirait que le fait qu'on rajoute des données, des données, c'est comme si on était en train de perdre un peu l'effet qu'on avait au départ. Mais encore là, c'est comme le magnésium. T'sais. Si la personne, ça ne lui cause pas d'effet secondaire, elle est bien avec ça, ça aide. Pourquoi pas? C'est un supplément qui n'est pas très cher.
c'est ça. C'est abordable, c'est en vente libre. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas d'effet jusqu'à 4000. Après 4000, là, on a le fameux AMT, l'apport maximale tolérable. Bien, la vitamine D, il est à 4000. Ouais. Mais il y a des gens qui vont se faire recommander le 10 000 par semaine. Oui. Là, ça, c'est correct. Oui. Bien, tu sais, dans le monde de la vitamine D, on divise ça par 7, puis on se dit, OK, c'est correct. Là, dans le monde de la vitamine D. Oui. Dans ce monde-là, ce fameux monde de la vitamine D, j'adore. C'est ça. Mais tu sais, c'est un supplément qui est accepté. Mais ça, c'est quand il est prescrit par le médecin, je pense. Oui, effectivement. 10 000, bon, on le prescrit parfois pour des raisons pratiques. Là. Des gens peu compliants aiment mieux prendre un supplément par semaine que d'en prendre à chaque jour. Mais le 10 000, c'est courant, là. Effectivement. OK. Ouais. OK. Fait qu'on on continue peut-être. Mais bref, c'est sûrement plus efficace que la vitamine C. La vitamine C, y a-t-il un lien avec le rhume? Ben, écoute, les vitamines, la vitamine C, la vitamine D, puis je vais rajouter le zinc, qu'on va parler sûrement plus tard, mais ils ont tous un lien avec le système immunitaire. Dans les fonctions de base de ces vitamines-là, et du zinc, qui est un minéral, qui n'est pas une vitamine, mais ils jouent un rôle dans notre système immunitaire à différents degrés. C'est ça qui va empêcher la multiplication du virus. Comme le zinc, c'est un petit peu son cas. Là. Mm-hmm. Mais la vitamine C va agir sur les cellules immunitaires. La vitamine D, qui a des fonctions totalement différentes de la vitamine C, là, comment elle fonctionne dans notre corps, elle va agir aussi sur les types de cellules qui vont être activées, comment ils vont fonctionner, ce qu'ils vont sécréter. Donc, elles ont des rôles différents. Ils ont des rôles différents, ces nutriments-là. Mais c'est deux choses différentes. Le rôle dans notre corps et la supplémentation. Je te donne l'exemple en nutrition sportive, il y a les BCAA, qui sont les acides aminés à chaîne ramifiée, qui sont très populaires en supplément. Puis la prémisse, c'est justement, les acides aminés à chaîne ramifiée sont utilisés pour la synthèse musculaire. Donc, 1 plus 1, si on supplémente, on va faire plus de synthèse musculaire. Mais la réalité, c'est pas ça. Les études sont très claires. Il n'y a aucun effet bénéfique à prendre les BCAA. Ça n'a jamais été démontré. Ça ne stimule pas la synthèse. Ça fait rien. C'est ça. C'est inutile, mais c'est un peu comme tu m'as dit, la vitamine C est utilisée dans cette situation-là. Donc, si je supplémente, ça va être mieux. Mais pas nécessairement, j'ai l'impression. Non, ben c'est comme ça en nutrition. On a la biologie qu'on appelle ou la physiologie, comme tu dis. On le sait que ces vitamines-là ont des rôles à jouer dans notre corps. Oui, bien sûr. Puis, on fait plein d'études là-dessus, souvent in vitro, là, dans des pétris en laboratoire, dans des contextes très, très contrôlés. Puis, parfois, après ça, on a des études d'association que tu as parlé tantôt. La vitamine D abaissée, un statut abaissé, plus de rhume, plus d'infections respiratoires. Puis là, après, l'autre étape, c'est de supplémenter. Tu sais, dans le cheminement scientifique, souvent, on va supplémenter puis on va dire, ça devrait régler le problème. Mais là, non. Ça ne règle pas le problème parce que probablement que dans ce cheminement-là, il y a des choses qu'on n'a pas tenu compte. Puis c'est ce qu'on appelle la confondance. Là. Il y a plein de facteurs, justement. Est-ce que c'est une cause, une conséquence? Est-ce qu'on a supplémenté assez longtemps dans les études? Est-ce qu'on a donné une dose qui était suffisante? Est-ce que la personne en manquait? Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'on partait d'insuffisance, déficience, correct? Mieux, je sais pas. Dans les études, on mélange tous ces gens-là. Souvent, là. on ne sait pas. On le sait c'est pas. une des lacunes principales. C'est ça, exactement. Puis justement, dans les méta-analyses, ça nous permet d'être un petit peu plus granulaire dans l'analyse, puis de dire, on dirait que les gens qui en manquent semblent être mieux répondants. Donc, puis en nutrition, c'est ça. C'est à quoi bon de remplacer quelque chose qui est déjà, on en a amplement dans notre corps. Ça ne change rien. Et le corps, ce qu'il veut, c'est maintenir son équilibre. Il ne veut pas en accumuler ou en ramasser plus puis avoir plus d'effets. C'est pas comme ça qu'il fonctionne notre corps. Fait que comme tu dis, pour la vitamine C, il va l'éliminer, l'excès. Là. Et lui, il n'y a aucun bénéfice à avoir plus de vitamine C. On n'a aucun bénéfice à accumuler cette vitamine-là. Exact. Donc, c'est ça. Alors, les gens qui ont des statuts, comme je dis, sous-optimales, insuffisants, semblent peut-être bénéficier un petit peu plus des supplémentations. Mais dans les études, c'est que c'est dilué parce qu'ils sont mélangés avec tous ceux qui ont des statuts normaux. Puis là, est-ce que c'est pour ça qu'on ne voit pas d'effet tant que ça? C'est ça. Parce que justement, il y a des gens qui ont un statut normal. Ça ne change rien. Sait pas. C'est ça, exactement.
Puis la Ouais. vitamine D, c'est un élément. On s'entend que c'est complexe, un corps humain. Ben C'est oui. un élément parmi tant d'autres. Absolument, absolument. Alors, Puis, tu sais, moi, j'avais lu des études sur le VO2 max, justement, Ouais. parce qu'ils ont vu des récepteurs de la vitamine D dans le muscle cardiaque. Donc, Ouais. ils se sont dit, il y a peut-être un lien. Puis, association meilleur VO2 max avec meilleure statut en vitamine D. Mais encore là, le VO2 max est tellement influencé par plein de choses. Tantôt, tu parlais de magnésium, peut-être. Puis, la vitamine D. Mais l'association, c'est tellement vaste et flou. Puis, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de ça qu'on sait pour l'instant. C'est juste des associations, mais sans plus. C'est ça, exactement. Puis quand tu parles de statut en vitamine D, puis quand tu parles de récepteurs en vitamine D, on parle même pas de la même molécule de vitamine D. Là. Dans le sang, Ouais. tu as le métabolite qui circule dans le sang, Ouais. mais celui qui est efficace dans les cellules, c'est pas le même. C'est En plus, il faut ça transformer complexifie. celui Ouais. qu'on a dans le sang en une molécule qui est active, tu sais, qui, c'est elle qui va aller agir sur ces Sur le fameux récepteur. récepteurs-là. Puis ça, Fait qu'on c'est n'évalue bien même pas les rare. mêmes choses nécessairement. Non, ben on fait encore là une extrapolation, Ouais. mais cette molécule-là active est rarement déficiente, est rarement insuffisante, parce que le corps la contrôle très bien, étant donné que c'est elle qui a des fonctions dans le corps. Ben oui, tu sais. je comprends. Le corps, c'est ça. C'est un très bon régulateur. Ouais. 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 Puis nous, on essaie de comme simplifier les choses puis faire 1 + 1 = 2 quand dans le fond, c'est tellement plus complexe que ça. Oui, effectivement. Puis ton VO2 max, ben il n'y a pas juste la nutrition qui l'influence. Ben non, il y a tellement de choses. Oui, que tu pourrais me dire, oui. probablement, la génétique. Puis, tu sais, après, jamais je recommanderais aux gens de prendre la vitamine D pour améliorer leur VO2 max. Je veux dire, va t'entraîner. Probablement que ça va avoir plus d'effet que la vitamine D en soi, mais bref, c'est vraiment intéressant. Tantôt, tu parlais du zinc. Oui. Là, tu me corriges encore une fois si je me trompe. Moi, ce que j'ai lu pour le zinc, c'est que ce serait utile, une fois que j'ai un rhume ou une grippe, d'en prendre pour réduire les symptômes, leur durée, leur intensité. Mais que de prendre de façon chronique, ça ne prévient pas d'avoir des rhumes, des choses comme ça. Est-ce que c'est vrai? Bien, toi, tu fais référence aux losanges losanges de zinc. C'est quoi la différence entre les losanges de zinc et du zinc? En supplément. Ouais. Bien, les losanges de zinc, c'est une pastille, en fait, que tu laisses dans ta bouche puis que tu fais fondre. Ouais. Fait que le zinc est relâché dans ta cavité buccale. OK. Ça goûte dégueulasse, d'ailleurs. Moi, j'ai déjà pris ça une fois, puis je trouvais ça Moi, j'ai jamais terrible. goûté, mais c'est une complainte, là, le goût métallique. Ah ouais, tu as le goût métallique du zinc, là. C'est épouvantable, il paraît. Bon, si tu confirmes, alors... Je confirme. J'ai essayé une fois, vu, ça donne pas le goût de réessayer, mais bon. Mais tout ça pour dire que c'est ça, le zinc est dans la cavité buccale. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans la cavité buccale? Bien, tu as le virus qui est là aussi, le virus du rhume, le rhinovirus. Ça a été très étudié avec le virus du rhume. OK. Puis, comme je dis, le zinc est très efficace pour bloquer la multiplication du virus. Alors, oui. L'efficacité pour le rhinovirus en pastille. Maintenant, en supplément, ben là, c'est plus ton statut en zinc qui va... Encore la même chose. On revient encore à la même chose. Ton statut en zinc, il est comment? Es-tu marginal? Es-tu normal? Es-tu... Carence en zinc, c'est quand même très rare dans notre population. Alors, c'est beaucoup... Je veux dire, l'efficacité contre le rhume avec les suppléments, c'est pas clair. Pas en prévention. Puis c'est ça, puis tu demandais, bon, il faut l'avoir, le virus. Donc, c'est pas en prévention. Non, c'est ça. Il faut que tu aies été infecté. Oui. Pour que les losanges de zinc soient efficaces. Puis ça réduit effectivement la longueur ça, c'est quand même bien. Des symptômes. C'est le fun. Surtout pour des gens sportifs qui ça peut affecter leur entraînement. Puis comme, pourquoi pas réduire, pour tout le monde, je veux dire, personne n'aime être malade longtemps. Oui. Mais selon mes lectures, ça semble plus efficace que la vitamine C, en fait. Oui. Oui, pour réduire les symptômes. Puis, c'est défendu là, comme point dans la littérature scientifique sur le zinc. Les losanges de zinc, ça a l'air à marcher. Fait qu'on... on va au-delà du goût métallique, puis on prend les losanges de zinc. OK, parfait. Mais moi, j'ai certains athlètes qui me consultent et me disent qu'ils prennent des suppléments de zinc. Souvent, ils sont combinés avec du cuivre. Ouais. Là, le cuivre, ça aussi. Est-ce qu'on peut être déficient en cuivre? On peut, mais comme c'est rare. Le zinc, le cuivre, on trouve ça où dans notre alimentation? Puis comme, est-ce que c'est vraiment utile? Pourquoi?
Bien, encore là, il y a une base biologique à ça. Mhm. Dans le monde des suppléments, les bases biologiques sont largement exploitées, je te Oui. dirais. Oui, définitivement. Oui, mais pas toujours à bon escient. Mais Oui. pourquoi on va mélanger les deux? C'est parce que trop de zinc, ça peut complexer le cuivre dans l'intestin puis empêcher son absorption. Fait que là, ils mettent les deux. Ils mettent les deux, Déjà. comme ça, ils assurent qu'il y a assez de Ah. cuivre qui rentre, puis ça n'empêche pas le cuivre qu'on va manger dans notre alimentation d'être absorbé. Alors, en ayant dans le... Parce que c'est vraiment, en fait, l'apport maximal tolérable du zinc, c'est un effet sur le cuivre. C'est de abaisser le statut nutritionnel du cuivre en nuisant à l'absorption. Fait que je pense que ça vient de là, de combiner les ça deux. Fait du sens, Ouais. Puis, dans notre alimentation, c'est quand même assez présent, le cuivre et le zinc. Chez les végétariens, c'est peut-être un peu plus difficile. C'est surtout dans la le viande, zinc. hein? Oui, C'est c'est ça. C'est surtout la viande. Le cuivre, bon, on en retrouve dans les légumineuses, dans le règne végétal aussi. OK. Les fruits de mer, il y en a beaucoup. OK. Les produits de la mer, il y a beaucoup de cuivre. Puis le zinc, bien, il y en a aussi du côté végétal, les noix, les graines, légumineuses, mais la viande. Ouais. Et c'est pour ça que ça peut être problématique chez les gens qui ne mangent pas de viande. Et d'ailleurs, les besoins en zinc sont augmentés chez les végétariens. Ah oui, hein? Oui. Pourtant, on parle pas tant de zinc chez les végétariens. Tu sais, on parle de la B12. Oui, le fer. Le fer. Mais j'avoue que le zinc, même en tant que nutritionniste, j'en parle pas tant, mais peut-être que Bien, les besoins sont augmentés de 1,5 fois. Ah. Donc, c'est comme une demi de plus. Là. Mais c'est peut-être plus rare comme déficience que, par exemple, le fer, qu'on voit dans la population générale. Oui, effectivement. Oui. Bien, déjà, il faut mesurer le zinc, ce qui n'est pas quelque chose qu'on mesure comme le fer, par exemple. Le fer, tu vas chez le médecin, ton médecin de famille, puis tu as un bilan sanguin. Il va être là automatique. C'est pratiquement automatique. Le zinc, il y a une place au Québec qui font ces dosages-là. Là, c'est très rare. Mais c'est pas pour rien, j'imagine qu'il y a juste une place. C'est pas tant un enjeu de santé non plus. Effectivement. Des déficiences en zinc, sinon on le ferait plus souvent. Oui, et à plusieurs endroits, effectivement. Oui. Oui, tu vois, c'est un signe, effectivement. que ça devrait être correct pour le zinc. Oui. Si jamais il y a un doute, il y a peut-être cet endroit-là, mais comme peut-être qu'il y a d'autres choses aussi à valider avant le zinc. Là. Donc le fer. Oui, oui. Parce que le fer, parlons-en, le fer, ça reste en nutrition sportive un minéral qu'on va souvent analyser parce qu'il y a quand même un risque d'anémie qui peut affecter la récupération, la performance. On le voit beaucoup chez les coureurs. Il y a un petit peu plus... il y aurait probablement un peu plus des... je cherche le mot. Hémolyse. Hémolyse, exactement. Donc, l'hémolyse, ça brise les globules rouges. Et le fer est dans les globules rouges, donc on perd du fer. Les besoins peuvent être augmentés. Chez les femmes, ils sont plus grands. Chez les personnes végétariennes, ils sont plus grands. Donc, oui, ça reste... Puis même moi, j'ai vu des athlètes qui mangent plein de viande, qui mangent tout plein, puis qui avaient des déficiences en fer. J'ai l'impression qu'il y a un aspect génétique, ça se peut-tu? Parce que des fois, au niveau de nutrition, il n'y a comme pas d'explication, puis pourtant, dans les prises de sang, la ferritine est très basse. Fait que oui, il y a l'alimentation, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être d'autres choses, ça se peut-tu? Bien, pratiquer le sport de manière... tu sais, quand tu parles d'athlète, c'est une pratique de sport qui est intense. Oui. Et moi, je pense que ça augmente beaucoup les besoins en fer. Et que l'alimentation, peut-être, n'est pas suffisante pour combler... Parce que je vais donner un exemple. Je donne le cours sur le fer aux étudiants, puis on calcule les besoins d'une femme végétalienne athlète. Écoute, c'est beaucoup de fer, là. Ah ouais? Oui. Ah ouais, c'est énorme parce que c'est 18 mg de base, mais il faut le multiplier par 2 facteurs. Un facteur pour l'exercice, puis un facteur pour le végétalisme. C'est quoi ces facteurs-là? Bien, l'exercice, c'est un intervalle. Ça va de 1,3 à 1,7 de mémoire. OK, quand même. Donc, selon l'intensité. Ouais. Puis le végétalisme ou végétarisme, c'est 1,7 à 1,8. Végétalisme, c'est 1,8, évidemment, plus élevé. Fait que c'est 3,5, mettons. Là. C'est beaucoup. De 18 qui est quand même beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup à atteindre par l'alimentation. Ouais. Puis ça par 3,5, ça fait quand même pas mal. Mais là, est-ce que c'est possible de manger assez pour aller chercher ça? Parce que, tu sais, il y a le fer hémique, il y a le fer non hémique. Donc, le fer hémique, c'est dans la viande. Ouais. Mais la personne va pas manger ça si elle est végétalienne.
Mais le fer qui est non aimé, qui est dans les végétaux, est beaucoup moins bien absorbé aussi. Effectivement. Donc là, comment on arrive à faire ça? Bien, souvent, On va supplémenter. Ouais, on dans va ce cas-ci, supplémenter. le fer dans les suppléments, c'est du fer non hémique. Ouais. Donc, qui est quand même, tu sais, il est absorbé comme le fer non hémique des aliments. Il n'est pas mieux absorbé. Mais c'est ça. Je pense que le recours à la supplémentation dans ce cas-ci est pratiquement incontournable parce que on parle de plusieurs dizaines de milligrammes de fer, ce qui est quand même beaucoup. Là. Absorbé à peu. Puis, tu sais, moi, mon approche en lien avec le fer, ça a toujours été va valider avec une prise de sang. Et où ta ferritine? Ferritine, c'est les réserves de fer. Si c'est bas, déjà, ça montre que ton corps on n'a pas assez, donc il doit puiser dans ses réserves. Puis si on est où est-ce que là, l'hémoglobine réduit, on est vraiment anémie fériprive. Mais c'est pas un supplément que je vais recommander comme ça. Versus, mettons, la vitamine D, je ne vais pas nécessairement connaître ton taux sanguin de vitamine D pour dire, gars, tu peux en acheter puis en prendre une à 2 par jour, puis ça va être correct, il n'y a pas vraiment de risque. Le fer, c'est pas quelque chose que je recommanderais sans savoir on se situe au niveau sanguin parce qu'il y a quand même un risque d'en prendre trop. Puis récemment, j'ai vu des annonces de fer en vente libre, puis c'était comme de plus en plus, je sais pas moi, recommandé. Puis j'étais surprise de ça parce que je trouve qu'il y a un risque quand même présent à prendre du fer comme ça sans savoir, puis en se disant, ben c'est bon le fer, fait que je vais en prendre, mais peut-être que mes réserves sont amplement suffisantes. C'est quoi les risques? Bien, tout comme la plupart des nutriments, il y a un AMT au fer. C'est le fer des suppléments que ça concerne encore là, pas le fer alimentaire. C'est 45 mg de mémoire, la dose à ne pas dépasser. Si on dépasse ça, bien, on a des problèmes intestinaux, gastro-intestinaux. On en a déjà, en fait, à des doses inférieures à l'AMT. Il y a des gens qui ont de la constipation avec les suppléments. Oui, effectivement, c'est l'effet, je pense, qui est rapporté le plus fréquemment avec le supplément de fer dès qu'on commence à en prendre. Je pense que la plupart des gens, et on dit même d'espacer les doses, en fait. Ça aide à la tolérance intestinale. De prendre une journée sur 2. Une journée sur 2 ou 3 jours. Effectivement. Puis les selles vont devenir plus noires, souvent. C'est pas tout le monde qui a ces effets-là. Il y en a qui vont l'avoir plus que d'autres. Mais effectivement, le prendre une journée sur 2 aurait les mêmes effets positifs, mais avec moins d'effets négatifs sur... Effectivement, parce que ce qu'on veut, c'est promouvoir l'adhérence. On veut que la personne elle prenne son supplément. Si elle arrête, ben là, les risques augmentent. Parce que d'être athlète et anémique, ça marche pas. C'est comme deux choses qui ne marchent pas ensemble. Non, donc, la récupération, là, ça va être... Tu n'auras pas juste besoin de magnésium. Et la performance, elle va être altérée. Absolument. Donc, je pense que ce que tu veux, c'est le bénéfice du supplément, mais avec le moins de risques possible ou le moins d'effets secondaires. Donc, moi, j'aime mieux quelqu'un qui espace ses doses, mais qui en prend. Qui en prend, tu sais. Puis, tu parlais de ferritine. Il y a des gens qui... Je pense encore dans la communauté médicale qui pensent qu'une ferritine basse, c'est pas un signe de carence, là, parce que ton hémoglobine est normale, puis tes globules rouges sont normales. T'es pas anémique, donc je te donne pas de supplément. Mais une ferritine abaissée, c'est un signe. Comme tu disais, c'est un signe que tu utilises tes réserves pour maintenir. Ton hémoglobine est normal parce que tes réserves servent à maintenir ton hémoglobine normale. Mais tes réserves sont de plus en plus basses. Et il y a des signes physiques à une ferritine abaissée. Tu es fatigué. La fatigue est là, elle est présente. Même si tu dors bien. Même si tu dors bien, c'est la fatigue post-exercice, post-activité, post-entraînement, elle est comme plus importante. Tu te sens comme plus épuisé après ça. Ça, c'est des signes. Alors, c'est ça, juste peut-être un petit message de dire qu'une ferritine abaissée, c'est pas normal. Effectivement. Je pense qu'il y a des médecins qui sont plus frileux à donner des suppléments. Les médecins avec qui j'ai travaillé, par exemple à l'INS, qui sont habitués de travailler avec des communautés plus sportives, athlétiques, supplémentaient en fer, même en haut de l'espèce de valeur minimale de ferritine qu'on apprend à l'école, qui est comme le 12, je pense. Mais en bas de 50, là, souvent, ils recommandaient de la ferritine. Ils n'attendaient pas à se rendre à 12 nécessairement, mais j'ai entendu d'autres gens me dire mon médecin ne veut pas m'en donner parce que
je suis pas assez bas selon lui. Puis, effectivement, je pense qu'il y a une différence entre communauté très sportive versus plus sédentaire. Effectivement. Ouais. Où on comprend les enjeux liés à la communauté sportive, où on comprend les risques. C'est peut-être une ferritine abaissée, c'est d'être déjà sur une pente descendante. Donc, on veut pas... Oui. Mais on recommande quand même aux gens, idéalement, d'aller valider avec une prise de sang avant de prendre juste des suppléments de fer comme ça pour le plaisir. Oui, effectivement. Dans ce cas-ci, pour le faire, ça serait comme ton approche, je la trouve très bonne, là, une validation, parce que, comme tu dis, il y a des risques. Puis, tu sais, le fer, c'est un nutriment qui est pro-oxydant. Tu sais, on entend beaucoup parler des antioxydants, mais le fer, il est pro-oxydant. Trop en prendre, on ne veut pas non plus créer un stress oxydatif dans notre corps qui est inutile si on n'a pas besoin d'en prendre. Alors, en plus, le sport est pro-oxydant aussi, donc ça fait beaucoup de pro-oxydant tout d'un coup. Oui, bien là, surtout si tu n'en as pas besoin. Ouais. Le sport est pro-oxydant, mais il paraît que c'est un bon. Il y a un but à ça, exactement. C'est un bon pro-oxydant. Oui, c'est un bon pro-oxydant. Puis souvent, la défense antioxydante du corps va s'adapter à ce stress oxydatif-là lié à l'activité physique. Ouais. Mais le fer, si tu en rajoutes, bien là, puis qui n'est pas nécessaire, ça va créer un stress oxydant qui n'est pas tout à fait. Puis voulu. Je dirais de ne pas juste prendre pour acquis « je suis fatiguée, j'ai la misère à récupérer, donc je manque de fer ». Peut-être que tu ne manges pas assez de glucides. Peut-être que tu ne manges pas assez point. Parce ça se peut. Puis, tu sais, c'est trouver un coupable, peut-être sans avoir une vision globale. Donc, ça vaut la peine d'aller valider. Peut-être que c'est ça. Puis, tant mieux s'il y a un supplément à ce moment-là, mais peut-être aussi pas juste prendre pour acquis que c'est ça, parce qu'il peut y avoir plein d'autres raisons qui expliquent la fatigue. Puis moi, je le vois souvent. La sous-alimentation en glucides, mais globale, c'est très, très présent. Donc, c'est pas juste la faute du fer. OK. C'est les glucides aussi. Mais une sous-alimentation en glucides peut-elle indiquer une sous-alimentation pour toi globale en vitamines et en minéraux? Aussi, une sous-alimentation qui va toucher à tout. Qui peut toucher à tout. Mais tu sais, là, rendu là, l'énergie, est-ce que c'est le fer ou c'est juste manquer d'énergie, point? Manquer de calories, manquer de tout. Manquer de nutriments qui vont te permettre d'utiliser cette énergie-là. Absolument. Absolument. C'est bon d'amener assez d'énergie à son corps, mais il faut que toutes les voies métaboliques qui utilisent cette énergie-là soient fonctionnelles. Tout à fait. Oui. Puis là, tu parles d'énergie, ça me fait penser à la vitamine B. Au complexe de vitamine. Oui, les complexes de vitamine B, parce qu'on, même chose, on connaît le rôle des vitamines B étant dans la régulation de l'énergie. Puis là, on se dit, les athlètes, les sportifs, ils régularisent l'énergie, whatever, ils ont besoin d'énergie, donc ils ont besoin de vitamine B, donc on va les supplémenter en complexe à vitamine B. Vitamine B qu'on retrouve, corrige-moi si je me trompe, beaucoup dans les produits céréaliers qui sont des glucides. On peut mettre à part la vitamine B12, là, qui est une vitamine qu'on parle plus chez les végétaliens. Qui est moins impliquée dans le métabolisme énergétique de toute façon. On parle plus des autres vitamines B. Peux-tu vraiment manquer de vitamine B? Faut-tu se supplémenter en vitamine B? Est-ce que les athlètes ont plus de besoin? Tu sais, j'ai l'impression que ce supplément-là, il n'est pas utile, mais peut-être que je me trompe. Non, tu ne te trompes pas, parce que c'est des carences qu'on ne retrouve pas dans la population canadienne. Non, c'est ça. En fait, on enrichit les céréales. Quand on dit qu'il y a 9 éléments nutritifs là, dans les céréales à déjeuner, là, il y a beaucoup de vitamines du complexe B qu'on a ajoutées, parce que dans le processus pour faire des Rice Krispies, on l'a tout enlevé, la vitamine B, parce qu'on a raffiné beaucoup la céréale. Fait que la thiamine, on l'ajoute, la niacine, on l'ajoute, la B6, la pyridoxine, on l'ajoute, puis c'est à cause de ça. On les enlève puis on les rajoute on après. les rajoute, exactement. Fait qu'à cause de ça, on a des apports rarement insuffisants en ces vitamines-là. Puis c'est la même chose. Je veux dire, oui, peut-être ton corps en a besoin de plus parce qu'il faut que tu fasses s'activer ce métabolisme énergétique-là quand tu fais beaucoup, beaucoup de sport. Mais on n'a pas de réserve de ça. Fait que c'est notre alimentation qui va compenser. Puis si notre alimentation est déjà largement suffisante, ton corps il va prendre ce qu'il a besoin de ce que tu vas lui amener de son alimentation. Puis s'il t'en prend plus, il va l'envoyer dans l'urine. Là. Il ne va pas garder ça. Tu peux pas te faire des réserves en supplémentant. Puis... le corps n'est pas une personne économe, je te dirais. Il va envoyer ça. Il ne fait pas des réserves ou des économies. Ou non. Il va l'envoyer. Le surplus, il va l'envoyer dans l'urine. Surtout que c'est des vitamines hydrosolubles. On n'a pas de réserve corporelle.
de vitamines du complexe B. Puis à part dans tu sais, le Rice Krispies enrichi, mettons, il y en a dans quoi d'autre, la vitamine B? Tu sais, Bien, il y en a dans la viande. dans la viande. Dans la viande, comme- il y en a le lait, la B2, la riboflavine, il y en a dans le lait, Ouais. il y en a dans les œufs, il y en a dans la viande, les noix, les graines. Il y a certaines vitamines qu'on va retrouver même dans les fruits et légumes, la thiamine. Donc, quelqu'un qui a une alimentation équilibrée, qui ne coupe pas Qui mange d'aliments ou assez. de groupes alimentaires, qui mange assez, n'a pas de problème à combler ses besoins, même s'ils sont augmentés par le sport en vitamines du complexe B. Mais c'est largement exploité par l'industrie des suppléments. Bien sûr. Eh oui. Parce que c'est ça, c'est Oh, toujours le « Ah, oui. il y a un rôle, Oh, oui. donc supplément utile. Exactement. 1 + 1 Oui. égale 2. Oui. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est tellement utilisé cette vision-là, mais Sauf que, mais ça peut faire un certain sens pour les gens, c'est logique. oui, Donc, c'est un j'en ai raccourci. besoin. Exactement, Oh, oui, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Mais La nutrition, c'est tout sauf un raccourci, par contre. oui, C'est ça mais l'affaire. le monde des suppléments ou Ouais. tu sais, le marketing alimentaire ou des suppléments, ils utilisent ces raccourcis-là Ouais. pour faire vendre leurs produits. Ben oui. Puis les raccourcis ont toujours un sens logique, mais on oublie un paquet de choses entre les Ben deux. oui. Là. Ouais, ouais. Et sauf que, bon, encore là, les suppléments du complexe B, c'est pas toxique, tu sais. Ouais. C'est pas des vitamines, comme je dis, qui s'accumulent dans notre corps. C'est des vitamines que le corps va éliminer si on en prend trop. Ouais. Je Fait que, comprends. tu sais, Mais ça- tant qu'à ça, mange assez, mange varié. Ouais. Mange des glucides. Oui, effectivement. Mais c'est plus facile, des fois, de juste prendre un supplément que de faire ça, malheureusement. Comme c'est plus facile de prendre un supplément que de se coucher 1 heure plus tôt. Mais Ouais. c'est ça qui va avoir un réel impact, se coucher 1 heure plus tôt sur sa récupération, sa performance, plutôt que de prendre un Ouais. supplément X, Y, Z. T'sais. C'est juste plus facile, attirant. On a l'impression que ça marche mieux. Mais non, tu sais, la base, c'est l'alimentation, le sommeil, l'entraînement. C'est juste pas sexy. Non, effectivement. Puis tu parles de marketing, puis ça me fait penser aux multivitamines. Je trouve que ça, c'est comme un monde de marketing. Tu sais, quand tu vas dans la rangée des multivitamines, t'en as pour tous les styles. Il y en a Ouais. quasiment, si t'es blonde, voici si t'es brune, si t'es rousse. Il y en a pour hommes, il y en a pour sportifs, justement. J'ai l'impression que il y a quelque chose à faire avec les sportifs, ils ont l'impression qu'ils ont besoin de plus. On va leur faire une multivitamine, mais est-ce vraiment nécessaire? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comme pourquoi? Est-ce que je devrais prendre une multivitamine si je suis un sportif nécessairement? Ben, encore là, tout est question de s'il se nourrit, s'alimente assez. Est-ce qu'il y a besoin de ce surplus-là? Bon, c'est des gens comme toi qui peuvent évaluer mieux que moi si les personnes ont besoin des suppléments, mais les suppléments sportifs performance, ben, ils ont beaucoup de vitamines du complexe B, justement. Donc, on utilise ça. C'est ça qui va ressortir. La même chose. Oui. Ouais. Puis, on ajoute toutes sortes de petites affaires, comme du ginseng. On va ajouter du ginseng dans les suppléments de performance pour, supposément, ces meilleures concentrations. Bon, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une experte du ginseng, fait que je ne sais pas. On ajoute plus de vitamine C, un petit peu plus. Mais honnêtement, quand tu regardes les deux, quand tu compares une vitamine normale de base à une vitamine de performance, pas tant de différence. Il y a des nutriments que c'est exactement les mêmes quantités. C'est juste du marketing. C'est juste du marketing. Tu mets une étiquette différente sur chacun. Ouais. Change les petits trucs. Les allégations, un petit peu. Mais comme. Puis, ils rajoutent quelques nutriments, des fois. Comme il y a du phosphore dans des vitamines de performance. Bon, le phosphore, c'est bon pour la contraction des muscles. Puis après, on dit que c'est bon pour la fonction musculaire ou la contraction musculaire. C'est ça. C'est juste prendre les rôles, les mettre dans une bouteille, puis se dire, voici, prends ça. Effectivement. Moi, mon approche par rapport à la multivitamine, c'est que tu n'en as pas besoin. Ben, mange assez. L'alimentation avant tout. Des fois, je vais recommander pour des gens qui sont vraiment en restriction pour X, Y, Z. Là. Des fois, par exemple, des boxeurs qui ont besoin de faire le poids puis qui ont comme pas le choix de couper beaucoup dans leur alimentation. Puis bon, c'est pas optimal, mais disons qu'ils n'ont pas le choix
pour leur combat, ben là, peut-être que la multivitamine peut venir combler parce qu'on sait que l'alimentation ne le fait pas, mais d'emblée, je vais toujours y aller avec l'alimentation. Oui. Normalement, dans ton alimentation équilibrée, suffisante en énergie, donc pour te donner toute l'énergie pour performer, tu vas avoir normalement la majorité des vitamines et minéraux. Ouais. Sinon, on va chercher eux spécifiquement. Peut-être la vitamine D, peut-être le fer, La B12. la B12, mais pas le combo Non, qui est comme un peu de tout dilué, tu sais. effectivement. Ouais. Ouais. Puis là, ça vient à l'autre marketing ultime, qui est les greens. Ouais. Ça, c'est très populaire chez les sportifs. OK. Je pense qu'il y a comme cet aspect-là de... Je sais pas pourquoi c'est si populaire. Il faudrait faire une étude de popularité, mais je pense que ça a une connotation très positive. Les gens sont comme, moi, je mange peut-être pas assez de légumes, mais je prends des greens. Fait qu'ils sont comme, ils se déculpabilisent en disant, c'est la même chose. Fait que ça peut remplacer. C'est pas grave, j'ai pas besoin de faire un certain effort. Il y a plein de choses là-dedans aussi. Donc, au niveau marketing, au niveau, peut-être dans leur tête, ils disent, c'est toutes des choses bonnes pour moi. C'est beaucoup des antioxydants. Il y a beaucoup d'affaires dans les greens. Il y a beaucoup d'affaires, Quand j'ai regardé ça, j'étais étonnée. Puis les gens, ils mangent ça dans des smoothies, dans des... OK, c'est vert, souvent. Oui, c'est très vert. Donc, le vert est souvent associé à la santé. Santé, effectivement. Donc, c'est pas pour rien que c'est vert. Si c'était mauve, peut-être que ça donnerait moins de goût. Il y a beaucoup de légumes verts dedans. Ça, oui. J'avoue que mais le tu appelles vert ça vient greens, tu sais. Ouais. Puis, mais c'est ça. Mais est-ce que, parce qu'ils mettent plein de légumes déshydratés, c'est comme manger des légumes? Moi, j'ai l'impression que non, mais comme, dis-moi. Oui, c'est ça. Je trouve ça intéressant, les greens, parce que je connaissais pas ça à la base. Puis j'ai regardé le profil. En fait, c'est quoi qu'il y a dans des greens? Ouais. Puis la liste d'ingrédients est interminable. C'est impressionnant. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Puis ça va des légumes. Il y a des fruits là-dedans. Puis c'est des extraits. Ça veut dire quoi, des extraits? Toi, tu parles de légumes déshydratés, de fruits déshydratés, mais... C'est quoi exactement? C'est-tu vraiment ça? C'est des mélanges de poudre? Ça, je pourrais pas dire. J'ai pas la réponse à ça. Mais il y a des bactéries là-dedans, des probiotiques. Hein? Il y a des bonnes bactéries, un peu comme on retrouve dans l'Activia, par exemple. Ouais. Tu as un paquet de produits phytochimiques que j'appelle, là, comme, mettons, polyphénol. Tu as des extraits de ça, extraits de thé vert. Ce sont des antioxydants. Des antioxydants. Est-ce que ça remplace un légume? Quand tu regardes le profil nutritionnel, c'est sûr que c'est bourré de vitamine C. C'est pas... ça n'atteint pas l'AMT de la vitamine C, mais c'est beaucoup de vitamine C. Là. C'est une dose à 500 mg de vitamine C. C'est beaucoup, là. Les besoins de base, c'est 75-90 mg. Donc, on parle de 5 fois plus et plus. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de fruits et légumes. Si on parle que c'est des extraits de ça, ça ne m'étonne pas que c'est la vitamine qui ressort beaucoup. Puis la B12 aussi, ce qui est surprenant, mais en même temps, il y a des algues dans les greens. Okay. Donc, la B12 doit venir de là. Est-ce que ça remplace des fruits et légumes? Je ne pourrais pas te dire, mais moi, un aliment, pour moi, peut-être qu'on est biaisé parce qu'on est des nutritionnistes, mais dans un aliment, il y a un paquet de molécules qu'on ne connaît pas, là, qui ont des effets, qui interagissent entre elles, qui peut-être ont des fonctions dans notre corps qu'on ne connaît même pas. Parce qu'en nutrition, il n'y a pas juste les nutriments. Hein? Il y a toutes ces molécules-là qui peuvent venir du monde végétal ou du monde animal, selon, qui ont des effets dans notre corps, qui vont moduler, qui vont aider un nutriment à faire son travail. Puis moi, on les appelle, quand je donne les cours sur les nutriments, je le dis, n'oubliez pas, ça, c'est des modulateurs dans votre corps. C'est les caroténoïdes, c'en est. C'est pas un nutriment à proprement parler, les caroténoïdes. On n'a pas techniquement besoin de caroténoïdes dans notre corps. On pense souvent que oui, c'est bon pour la vue, là, mais c'est surtout parce que ça se transforme en vitamine A dans notre corps. C'est la vitamine A qui est bonne pour la vue. C'est pas manger des carottes qui est bonne pour la vue. Encore là, c'est un raccourci. Oui, bien sûr. Mais les caroténoïdes dans notre corps n'ont pas une fonction essentielle. Si tu manques de caroténoïdes, tu n'en manges pas, ça ne changera pas. Tu vas voir encore. Tu vas voir encore, puis tu n'auras pas des signes physiques. Puis des molécules comme ça, là, il y en a plein dans les aliments. Qu'on mange, qu'on ne sait pas. Qui a sûrement un effet. Puis qui ont des effets bénéfiques. Mais il y a aussi les fibres. Les fibres, les glucides. Il y en a dans les greens. Oui, mais c'est surprenant, mais il y en a des petites quantités. Autant que de manger
plusieurs portions de légumes et fruits dans une journée? Non. Probablement Non. pas. Il y a l'aspect de satiété des films, tu sais, aussi de manger des légumes. Il y a plein de choses plus complexes que juste de boire un verre de greens le matin puis se dire, comme, j'ai fait, là, j'ai mangé mes fruits, j'ai mes légumes. Il y a l'aspect antioxydant très élevé qui est intéressant pour les sportifs parce qu'on disait tantôt, le sport est pro-oxydant, mais c'est voulu. C'est comme un bon pro-oxydant qu'on disait. Puis ce pro-oxydant-là va venir faire souvent les adaptations musculaires qui permettent de s'améliorer. Puis il y a des études qui ont montré que des hautes doses d'antioxydants pouvaient être pouvaient neutraliser cet effet-là. Oui, c'est ça. Donc, ça peut nuire d'avoir trop d'antioxydants. Donc, souvent, c'est des suppléments d'antioxydants. C'est quelque chose que je ne recommanderais pas. Non. Oui, mange des antioxydants dans tes fruits et légumes. Ça, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas été démontré comme étant un problème. Mais des hautes doses comme ça de vitamine C et autres cocktails d'antioxydants, ça ne va pas aider, ça peut même nuire à la performance puis l'amélioration qui est visée avec l'entraînement. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé pour des athlètes, mais pourtant, c'est quand même beaucoup ciblé pour les athlètes, les sportifs. Ben encore là, c'est un raccourci. Comme tu dis, l'activité physique ou l'entraînement induit un stress oxydatif qu'on doit absolument contrôler. Mais ton corps, il y a plein, il n'y a pas juste les nutriments qui sont antioxydants, tu as plein de molécules, d'enzymes dans ton corps qui sont antioxydantes puis qui s'activent quand, justement, il y a un stress oxydatif qui est généré par l'exercice physique. Puis les antioxydants que tu consommes, ben encore là, vont être utilisés à ça. Mais tu as raison de dire que si on en consomme trop, ben, ça va venir empêcher des réactions de stress oxydatif qui ont des rôles à jouer. Se défendre contre l'infection, là, c'est du stress oxydatif. Quand on veut tuer là, une bébite, un microbe, il faut induire du stress oxydatif. Il faut que nos cellules immunitaires, il y a une réaction oxydative qui se fait. Mais si on empêche ça, on n'aide pas non plus notre système immunitaire. Non, je comprends. Alors, puis, tu sais, je peux peut-être m'éloigner un peu de la nutrition sportive, mais je ne sais pas si tu connais les études de bêta-carotène puis de cancer du poumon. Là. Je ne veux pas être extrémiste, mais... Pas du tout, mais dis-moi. Mais c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que de donner des suppléments d'antioxydants, parce que c'était dans cette étude-là, on étudiait des gens à risque. C'était des fumeurs. Donc, des gens à risque de développer des cancers du poumon. Et c'était une étude d'intervention, on a donné des suppléments d'antioxydants, dont beaucoup de bêta-carotène. Puis on s'est rendu compte que ceux qui étaient supplémentés avaient plus de cas de cancer du poumon. Et c'est là qu'on s'est dit, bien, trop en donner, on nuit probablement des réactions physiologiques de protection dans notre corps. Fait que ça, c'est une étude forte en nutrition qui fait même que on essaie, dans le monde de la supplémentation, de ne pas dépasser une certaine dose de bêta-carotène aussi, parce à cause de cette étude-là. Donc, encore là, c'est... Intéressant. Oui. Donc, pas nécessaire. Pas nécessaire. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'études aussi sur les greens qui sont faites par les compagnies. Ça se peut-tu? Bien, de ce que j'ai vu, oui. Bien, c'est sûr que dans le monde de la recherche, ça arrive. Hein, que quand une entité commerciale veut percer, bien, elle doit faire tester ses produits. Tu sais. Puis surtout pour avoir aussi les autorisations de mise en marché et tout ça. Surtout au Canada, on est assez sévère sur l'innocuité. Alors, ben, il faut faire des études. Puis des fois, ces compagnies-là ne sont pas toujours des multinationales qui ont des laboratoires de recherche et développement. Donc, ils vont parfois faire des partenariats avec des chercheurs qui vont tester leurs produits dans leur laboratoire et qui vont publier ça après. Souvent, des résultats positifs. C'est très rare que c'est négatif. Oui, c'est ça. Alors... Parce que moi, je ne vais pas nommer les marques, là, mais j'ai des marques en tête où est-ce que tu vas sur leur site, ils sont comme, c'est appuyé par la science, on a fait des études, puis là, ça a l'air super vrai. Puis il y en avait un où est-ce que tu remplissais un questionnaire avec tes habitudes de vie pour voir si tu devrais prendre ce supplément-là ou pas. Puis c'est un journaliste qui avait fait ça. Puis donc, il avait rempli le questionnaire avec ses vraies réponses. Puis là, finalement, ça disait oui, vous devriez prendre le supplément, ça va vous aider. Puis là, il a refait le test en répondant le mieux possible à toutes les habitudes de vie, tu sais, les meilleures habitudes de vie possibles.
Puis la réponse du site, c'était, ben bravo, vous avez vraiment des bonnes habitudes de vie. Juste pour être sûr, vous devriez quand même prendre le supplément. Tu sais, puis pour moi, ça, c'est hyper biaisé. C'est que là, Ouais. ce questionnaire-là, il est tout à fait bidon. Si de toute façon, la réponse à la fin, c'est prends-en. C'est ça, elle est à peine nuancée. Exact. Puis là, ben, le commun des mortels qui peut-être y connaît moins, puis est moins au courant qu'il y a plein de nuances, puis qu'il y a attention au marketing, c'est dangereux, ben là, peut se faire avoir avec ça. Ben là, le test me dit que je devrais en prendre, puis c'est comme, prends-en pour le reste de ta vie, tu sais. C'est ça aussi, c'est comme, t'en as besoin pour toujours, donc achète toujours nos produits, tu sais. Puis ça, c'est la chronicité, ça, le biais, ça peut être dangereux. Surtout d'un produit qu'on a. Tu sais, les données pour appuyer une mise en marché, ça ne prend pas un dossier de 10 ans de recherche. Ouais. Tu sais, Santé Canada s'assure que c'est sécuritaire, mais ça s'assure pas que ça soit efficace. C'est pas l'efficacité, c'est l'innocuité qui est le paramètre. Puis ça, c'est pour les produits ici. Là. Je veux dire, si tu achètes des produits sur Internet qui viennent de l'extérieur, je ne suis pas sûre qu'ils sont, tu pourrais peut-être plus me le dire, qu'ils sont soumis aux mêmes réglementations. Alors, donc, c'est ça. Fait que, puis, de prendre des produits qui ne sont peut-être pas soumis à des règles très strictes d'innocuité sur une période chronique, c'est-à-dire plusieurs années, on ne sait pas trop, là, parce que les greens, parmi les risques associés aux greens, c'est que des fois, ça peut contenir des contaminants, tu sais. Je ne sais pas si ça me tenterait, moi, de manger du plomb ou du mercure pendant des années, tu sais. Pas trop savoir, c'est ça. Parce qu'il y a des compagnies qui sont patte blanche, là, je veux dire, qui sont très, très réglementées, puis ce qu'ils offrent comme produit, c'est testé par d'autres entités. Mais il y a des compagnies là-dedans aussi qui sont peut-être moins... dans lesquelles on a peut-être moins confiance. Puis, tout à fait. J'aimerais qu'on finisse avec un autre qui n'est pas une vitamine ni un minéral, qui est ça, les oméga-3. Ouais. Pour moi, je ne sais pas pourquoi je les mets dans les suppléments vitamines minéraux, même si c'est un acide gras. Mais il est beaucoup mis dans les suppléments. Il y a beaucoup de gens qui prennent des suppléments d'oméga-3. Je t'avoue que moi, je ne sais pas trop où me situer par rapport à ça. T'sais, on sait que c'est un acide gras essentiel, donc qu'on n'en produit pas par notre corps. On doit en manger idéalement. Il y en a dans le poisson. Les gens c'est pas tout le monde qui mange du poisson. Il y en a dans certains aliments végétaux. Mais est-ce que je pense qu'il y a des études sur les bénéfices cardiovasculaires au niveau du cerveau chez les enfants. Mais chez un athlète, là, un sportif de 20 à 30 ans, je sais pas, moi, qui s'entraîne, qui n'a pas de maladie cardiovasculaire, c'est utile de prendre des oméga-3? Est-ce que comme... Puis là, c'est aussi que quand tu vas dans la rangée des oméga-3, à côté des multivitamines, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de doses, c'est beaucoup moins... la vitamine D, c'est souvent 1000 UI. C'est plutôt la même chose tout le temps, là. Oméga-3, là, ça dépend des compagnies. EPA, DHA, qui sont les deux acides gras qu'on retrouve dans le poisson. Il y en a plus dans un, moins dans l'autre. Qu'est-ce qui est bon? Est-ce que les deux sont bons? Est-ce qu'il faut avoir plus? Même moi, je suis tout mélangé là-dedans. Qu'est-ce que tu peux me dire pour ça? Bien, premièrement, je vais juste nuancer les oméga-3 parce qu'il y en a 3 grands. Tu sais, tu as l'acide alpha-linolénique, qui est le végétal. Celui qu'on retrouve là, dans les graines de chia, les graines de lin, les huiles. Donc ça, c'est pas dans le poisson. C'est lui qui est essentiel. C'est lui qu'on ne produit pas dans notre corps. Parce qu'une fois que lui, on l'entre dans notre corps peut produire le DHA et l'EPA. Ah, OK. Mais on n'est pas très efficace, OK? Parce que le corps compétitionne avec d'autres acides gras qu'on mange beaucoup, là, qui sont les oméga-6. Oui. Et non pas les oméga-3. Les oméga-6, on en mange dans notre alimentation, c'est l'huile de canola. En fait, notre grande partie des acides gras qu'on mange, c'est les oméga-6. Puis eux, ils compétitionnent avec les oméga-3. Donc, c'est pour ça qu'on ne produit pas beaucoup de DHA et EPA. Puis il y a même des gens qui disent qu'ils devraient devenir essentiels, mais ils ne le sont pas encore. OK, c'est en pourparlers. C'est en pourparlers. Oui, bien, dans le monde des acides gras, il y en a qui disent qu'ils sont conditionnellement essentiels, dans le sens qu'il y a
on devrait en manger plus Ouais. parce qu'on n'en produit pas assez. Ouais. Fait que tout ça pour dire que le PA et le DHA, c'est celui qu'on retrouve dans le règne animal. Ouais. Puis, pour ceux qui ne mangent pas de produits animaux, parce que des fois, chez Oui. les végétaliens, ça peut être un problème, il y a des algues aussi qui contiennent du DHA, de PA. OK. Bon, comment fonctionnent les acides gras dans notre corps? C'est pas du tout la même chose que les vitamines et les minéraux. Hein. C'est un autre monde parce que dans notre corps, les lipides, les graisses, ça ne sert pas juste à faire des coussins graisseux ou de s'entreposer. Ça fait partie de toutes nos membranes. C'est les membranes de nos cellules, les membranes de ce qui fait à l'intérieur de nos cellules, comme la mitochondrie, que vous connaissez beaucoup dans le monde sportif. Il y a des acides gras là-dedans, comme ça ne se peut pas. Donc, quand on mange beaucoup d'acides gras, d'oméga 3, ils vont aller s'incorporer dans ces membranes-là, puis ça va faire des membranes qui sont enrichies d'oméga 3. Et donc, meilleurs. Meilleurs, qui sont plus souples. Plus souples, effectivement. La fluidité, l'intégrité, la souplesse, si on peut parler comme ça. Donc, on a des meilleures cellules. Oui, ça donne des cellules mieux répondantes. Ça donne une mitochondrie, par exemple, qui répond mieux. Ah, ça, c'est bon. Là. Ouais, les athlètes, ils aiment ça, la mitochondrie. La mitochondrie, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est comme la petite usine là, à énergie. Qui fait l'ATP, qui fait l'énergie, effectivement. Donc, puis ça, plus on a de mitochondrie, surtout en sport d'endurance, plus on est content. Mieux c'est. Puis, c'est même été montré que les oméga 3 augmentaient, parce qu'on n'a pas une mitochondrie par cellule. Non. On en a plusieurs. Puis quand on peut augmenter cette quantité-là, mais comme tu dis, dans un contexte sportif, c'est ce qu'on veut. Oui. Puis les oméga 3 ont été montrés pour augmenter ce qu'on appelle la biogenèse, la synthèse des mitochondries. Oh! Donc, là, c'est intéressant. Oui. Fait que dans un contexte sportif, c'est un petit peu étudié pour ce qui est de l'endurance, effectivement. Et ça serait, il y aurait peut-être des petits effets, surtout le PA par rapport au DHA. Mais les deux ont été montrés plus que le précurseur qui est l'acide alpha-linolénique. Donc, le PA-DHA, parce que c'est eux qui vont s'incorporer dans les membranes plus. Mon Dieu, donc, tu m'apprends ça, que c'était dans les mitochondries. Oui. Tant que ça. Oui, bien, ça s'envole là, mais pas juste les mitochondries, parce que le noyau, puis la membrane extérieure aussi. Mais oui, ça aide pour le système immunitaire, parce que nos cellules immunitaires, évidemment, vont s'enrichir aussi d'oméga 3. Donc, ça aide à produire plus de molécules anti-inflammatoires, ce qui peut aider pour justement les fameuses douleurs musculaires ou les douleurs post-entraînement. Donc, ça a été étudié dans ce contexte-là aussi, avec une certaine efficacité. Comme ça joue un rôle dans le cerveau, nos membranes, évidemment, des neurones et tout ça, il y a plein de oméga 3 dans ces membranes-là. Bien, ça peut aussi aider dans un contexte d'humeur. Donc, c'est antidépressif. Je sais que c'est quand même étudié pour les commotions aussi. Oui, effectivement. Chez, mettons, la communauté rugby. Je connaissais des gens qui travaillaient là-dessus dans l'Ouest, sur le DHA. Particulièrement. Oui, le DHA se ramasse plus dans le cerveau. Donc, ils ont un peu leur... mais au niveau musculaire, supposément que le PA aurait des effets plus marqués. Je ne pourrais pas dire pourquoi un organe préfère un ou l'autre, mais le DHA, c'est la rétine, les yeux et le cerveau dans lequel il va se retrouver. Puis là, est-ce qu'on a un protocole et des doses recommandées pour ça? Non. Non, bien sûr, ça serait trop facile. Ce serait trop facile. Non, parce que les études sont faites, sont faites avec de tout et de rien, là, je veux dire, dans le sens que il y a des fois des suppléments. Quand tu parlais de EPA, DHA, des fois, c'est du 1 pour 1. On va donner une quantité équivalente des deux. Des fois, on va donner du 5 pour 1, 5 EPA pour 1 DHA. Des fois, c'est l'inverse. Fait qu'on essaye un peu de tout. C'est un peu basé sur ces études-là qu'on s'est rendu compte que le PA semblait plus efficace parce que quand on donnait juste le PA ou juste le DHA, on voyait des petits effets distinctifs. Mais en termes de dose, je pourrais pas... Dans un contexte sportif, on ne s'est pas beaucoup avancé là-dessus. En cardio, on s'est avancé. Oui, c'est ça. Parce que là, il y a aussi des effets cardiovasculaires. C'est ça, j'avais l'impression que c'était bien connu pour cardiovasculaire, mais que le reste était plus obscur. Mais là, c'est ça. Je te confirme que c'est... Bien, il y a des effets. Maintenant, il faudrait aller voir. Bon, je pense que les doses sont très variables. Là. Je ne pourrais pas dire ça prend... Comme en cardio, on le sait, ça prend tant de grammes et tout. Mais en sportif, en nutrition sportive... Fait que dans le doute,
peut-être qu'on en prend, même si c'est pas la dose. Mais pour quelqu'un qui ne consomme pas de poisson, oui, par exemple, ça pourrait peut-être être parce qu'il y a des gens qui sont pas végétaliens, mais qui aiment juste pas le poisson. Il y en a plein, puis qui vont juste pas en manger de façon constante. Est-ce que c'est vrai que manger 2 fois par semaine du poisson, je vais avoir mon EPA et mon DHA? Ça dépend du poisson. Ça dépend du poisson. Ben oui, parce qu'il y a des poissons très concentrés, puis il y en a qui n'en contiennent pas beaucoup. Ceux qui sont plus concentrés, tu dirais? Macro. Qui n'est pas quelque chose qu'on mange beaucoup. Pas tant. Le saumon. Le thon. Qui est plus... Ouais. Thon en conserve aussi? Le thon en conserve. Saumon en conserve. Il en contient moins, par contre. Okay. Saumon... puis quand on nourrit les saumons, donc saumon d'élevage versus sauvage, ben, c'est toujours mieux quand on les nourrit parce qu'on contrôle ce qu'on leur donne. Fait qu'élevage, ça serait mieux. Oui, il y a plus de EPA, DHA dans le saumon d'élevage. Intéressant. Oui. Comme les œufs, en fait. Les œufs enrichis en oméga 3, ben, c'est parce qu'on donne de la moulée enrichie aux poules. C'est de là que ça vient. Là. C'est pas la poule qui fait plus d'oméga 3. C'est ce qu'elle mange qui se retrouve dans l'œuf. Alors, OK. Donc, si j'en consomme pas tant, souvent, de prendre un supplément, ça pourrait être utile parce que ça, il n'y a pas vraiment d'effet secondaire non plus. Il y a un certain risque, mais je ne crois pas que ce soit la population cible, les sportifs, mais c'est anticoagulant. Ah, okay. Donc, les gens qui prennent des anticoagulants, c'est pas recommandé. Ouais. Parce que c'est ça. Le PA-DHA produisent des molécules qui sont anticoagulantes. OK. Tantôt, je parlais d'anti-inflammatoires, mais il y a aussi cet effet-là. Donc, les gens qui sont déjà sous anticoagulants, c'est pas recommandé. C'est une interaction qui est pas recommandée, donc on évite. C'est bon à savoir. Ouais. J'ai pas beaucoup de sportifs qui sont sur anticoagulants. J'imagine. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont, parce que pourquoi pas. Puis donc, c'est intéressant de savoir que là non. Non. Mais sinon, on l'essaye. Oui. Puis, des fois, on va rapporter de l'intolérance digestive. Ça reste que c'est dérivé du poisson, souvent des huiles de poisson. Donc, il y a des gens qui vont rapporter de la difficulté à digérer. Oui, qui vont avoir des gros, là, que ça goûte le poisson. C'est ça. Mais c'est pour le corps comme tel, il n'y a pas d'effet indésirable. Puis c'est dur parce que, si je dis, OK, je vais essayer de prendre la dose de 5 pour 1 EPA, mais concrètement, là, je ne vais pas le savoir si je fais plus de mitochondries ou si mes mitochondries sont meilleures ou plus réactives. Moi, j'en prends des oméga 3, puis est-ce que j'ai vu une différence? Non, mais comme il y en a peut-être une. Peut-être que tu es moins fatigué. Ben c'est ça. Peut-être que j'ai une meilleure endurance. Mais est-ce que c'est mon entraînement? Est-ce que c'est ma nutrition? Est-ce que c'est mon sommeil? Est-ce que c'est la vitamine D? Est-ce que c'est plutôt les oméga 3? Est-ce que le fait que je tombe pas souvent malade, je me dis, c'est la vitamine D. Mais non, c'est peut-être les oméga 3 ou c'est peut-être juste parce que j'ai un bon système immunitaire. Parce que je dors tu t'exposes moins aussi, peut-être. C'est ça, quand on dit que la confondance, c'est ça, la confondance. C'est un très bon exemple. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir confondre la relation entre un nutriment et l'effet qu'on veut avoir. Oui, fait que c'est complexe. C'est complexe. Fait qu'au final, on essaie de ne pas se faire avoir par le marketing. Oui, je pense que de ne pas faire 1 plus 1 égale 2. Donc, parce que ça a un rôle, je devrais prendre des suppléments. Est-ce que j'ai vraiment un risque de carence ou de insuffisance? Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire avant? Manger plus, manger assez, manger plus diversifié. Puis peut-être garder en tête certains suppléments qu'on a parlé, oméga 3, qui me semblent peut-être dans les plus bénéfiques de ceux qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, je sais pas. Peut-être vitamine D, peut-être oméga 3. Finalement, il n'y en a pas tant. Là. Peut-être fer. Peut-être le losange de zinc. Dans des contextes très particuliers. Oui, les losanges de zinc au besoin. Exact, au besoin. Parce que, comme on a dit, en prévention, ça ne donne rien. Magnésium, peut-être, si tu vois un effet. Mais tu sais, c'est ça. Au final, c'est peut-être juste d'être critique par rapport à ces suppléments. Est-ce que je les prends juste pour les prendre? Est-ce qu'il y a vraiment un avantage? Ça reste beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des risques de n'en avoir trop? Puis est-ce qu'au final, je fais la base, qui est manger assez diversifié, qui normalement va combler la majorité de mes besoins en vitamines et minéraux? Puis il n'y a rien de magique. C'est plate, là, mais c'est un peu ça. Mais je pense que c'est un bon point c'est de se poser des questions. C'est d'être critique par rapport à ça, puis d'avoir l'information
puis Ouais. de savoir où prendre l'information. tu Ouais. sais. Parce que, comme tu dis, on est submergé d'informations. Absolument. Et avoir cette pensée critique-là que Ouais. il y a des fois des bonnes sources, puis des fois des moins bonnes sources d'informations. Et les choses évoluent. On Et les fait, choses, on ouais. fait plus de recherches. Ouais. Tu sais, tu disais tantôt la vitamine D, au début, on voit un effet. Plus on fait d'études, moins on voit l'effet. C'est parce que les études sont pas bien faites. Est-ce que c'est juste parce qu'il n'y en a pas d'effet? Tu sais, comme il y a plein de questions Ben, qu'on peut se c'est poser. ça. De la confondante, tu parles de... c'est complexe. Mais Ouais. ça, c'est la nutrition. Bienvenue en nutrition. Le Ouais. monde complexe de la nutrition où est-ce qu'il y a plein de nuances. C'est gris, mur à mur. Puis il n'y a pas une bonne réponse. Qui peut être un message parfois gris Ouais. aussi. Ouais. Ouais, comme tu dis. Puis pas C'est attirant pas versus attirant. C'est les ça qui est messages plate un très peu. noirs ou blancs Ben, c'est ça. de certains influenceurs ou Mm. marketing, c'est beaucoup plus attirant un message noir et blanc qui est clair et net. Ouais. Comme certaines diètes qui ça dit tu manges pas ça, tu manges ça, c'est facile, plutôt mange diversifié, tous les aliments sont permis. Mais comme. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais aliments. Ouais, mais là, quand on Ouais. dit ça, des fois, ça vient challenger les gens. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que les Oreos, c'est bon pour la santé. C'est pas vrai que les scones, je dois en manger toute la journée. Tu sais, là, les scones, je vais finir avec ça parce que c'est ton glucide préféré, les scones. Donc là, j'ai fait des scones. Ben oui. Puis, j'espère que tu peux goûter au moins à un. Ben oui, je vais y goûter, c'est sûr. Mais c'est ça, c'est, tu sais, là, je t'ai amené des scones. T'aimes ça. Tu disais que c'est ta mère qui en faisait. Oui, elle en faisait quand j'étais petite. C'est ça aussi, l'alimentation, c'est pas juste des nutriments. Non. C'est aussi des souvenirs, des Mm. associations avec plein de choses dans notre vie, des moments joyeux, des moments sociaux. C'est tellement plus complexe que vitamine A, B, C, D, Ouais. des besoins, des fonctions dans notre corps. Puis comme tu dis, il y a même des éléments qui ont sûrement une fonction qu'on ne sait même pas encore. Il y a tant de choses qu'on ne sait pas en nutrition, en fait. Oui, effectivement. Ouais. Puis qu'on essaie de simplifier ça dans un petit pot qu'on vend aux gens. Ouais. C'est dommage, mais c'est ça. C'est le marketing qui essaie de prendre quelque chose de très, très complexe puis de vendre ça en simplifié, mais c'est souvent pas super efficace. Mm. Merci Geneviève pour cette discussion. J'ai appris plein de choses. Oui, ah ben tant mieux. Vraiment. Puis j'espère que les gens qui nous ont écoutés aussi, peut-être qu'ils vont être un peu perdus aussi parce qu'il y a des fois, il y a Ben, pas on a parlé de beaucoup de suppléments, là. Puis il n'y a pas de Ouais. réponse Il n'y a pas de réponse claire. claire. Fait que- Non. Mais j'espère quand même que ça donne un regard plus critique Oui. puis que ça aide les gens à départir un peu le vrai du faux. Ben, merci, Ève. Merci. Ouais. C'est ce qui conclut cet épisode de Capitaine Glucide. Un gros merci à vous qui nous écoutez. C'est vraiment votre curiosité qui nourrit ce podcast. Abonnez-vous, partagez-nous et rappelez-vous, restez à jour en sciences, c'est pas un sprint, c'est un marathon de nuances. Merci de courir avec moi.